Bonjour Philippe Freyss. Bonjour. Vous dirigez Trees Channels, une nursery de start-up. Un mot sur votre entreprise. En fait, c'est une idée qui m'est venue assez tardivement. J'ai longtemps été employé de grandes entreprises américaines. J'étais spécialisé dans la gestion des ventes indirectes chez les éditeurs de logiciels. Et puis un jour, au hasard d'une sortie un peu malencontreuse d'un de ces éditeurs, j'ai décidé que c'était le premier jour du reste de ma vie et que, aussi petit soit-il, j'allais m'approprier mon rêve et pas exécuter ceux des autres. Donc j'ai créé Trees et dans une idée qui était relativement simple, c'est de permettre au départ à des entreprises étrangères de pouvoir s'implanter en France et en Europe. Et plutôt que de prendre le risque immédiat d'ouvrir des bureaux, de passer par ce que je savais bien faire, qui était la gestion des canaux de vente indirects, de créer un réseau de distributeurs pour eux et de les accompagner dans leur première vente. Et petit à petit, ça m'a amené à la création. En 2008, j'ai créé un éditeur de logiciels open source, qui était d'ailleurs et qui est devenu l'alternative numéro 1 à un géant anglo-américain qui s'appelle Micro Focus. J'ai créé un éditeur donc, qui s'appelle Cobol IT, qui est un éditeur open source, qui est un éditeur un peu obscur parce qu'on est dans les couches basses de l'informatique. On est très proche des grandes machines, des grandes applications. Par exemple, un de nos gros clients, j'ai la fierté de dire qu'un de nos gros clients, c'est Bercy. Puisque Bercy déploie une application qui s'appelle Médoc, qui tourne sur 670 serveurs en France, qui est compilée dans un bunker quelque part près de Nantes, et qui Médoc calcule quelque chose que tous les Français connaissent bien, c'est la TVA. Donc, grâce à Cobol IT. Grâce à Cobol IT. On a la fierté de dire que tous les jours, tous les mois, tous ces calculs sont compilés sans erreur et rendus à Bercy tel qu'il se doit. Donc ça, c'est votre métier propre, mais vous accompagnez également des startups. Exactement. En fait, la création d'entreprise, c'est un virus. Une fois qu'on l'a, en tout cas pour moi, j'ai eu du mal à m'arrêter. Et à partir de 2011, je suis allé un peu plus loin. Et j'ai investi dans des startups. Et je dois dire, j'ai eu pour l'instant pas mal de chance. J'ai investi dans une startup qui s'appelait CityCake, dans Restoin, qui ont été rachetées, qui ont été mes premières sorties vers le haut en 2015, qui ont été rachetées par un fonds du groupe La Poste. J'ai aussi co-créé une start-up dont on parle beaucoup en ce moment qui s'appelle Stuart Delivery, qui est une des pionnières dans la problématique de la livraison du dernier kilomètre sur la dernière heure, qui est un vrai sujet. On parle beaucoup du déplacement des personnes, avec un sujet politique qui fait beaucoup de bruit aujourd'hui entre une certaine société américaine et nos chauffeurs de taxi français. Ben, on a, nous, trouvé la même problématique sur un secteur qui est encore plus vaste, c'est le déplacement des biens et des marchandises. Il faut savoir que quand quelques dizaines de milliers de personnes sont transportées dans Paris dans la semaine, c'est des millions de plis, de colis, de paquets qui sont échangés sur tous les secteurs. Il y en a un qu'on connaît bien parce qu'on l'utilise tous, c'est le fooding. Qui ne s'est pas fait livrer chez lui pour regarder un match de football ou pour une soirée entre amis un plat de son restaurant préféré sans vouloir se déplacer. Donc je me suis beaucoup investi dans ces problématiques-là. Vous êtes inspiré d'Uber, justement, vous le citiez sans le nommer. Oui et non, parce qu'on a beaucoup voulu travailler sur le modèle humain. De par mon expérience, on a travaillé avec la puissance publique, on est allé rencontrer le ministère des Transports, on est allé rencontrer Axel Lemaire. On a voulu mettre en place ce qu'on a appelé d'ailleurs la Stuart Academy, qui était de dire qu'on allait prendre des gens, les former, leur donner un accès plus facile à la création de leur propre entreprise. On voulait aussi vérifier absolument qu'ils étaient dans la légalité, qu'on les aidait à respecter la légalité. Bien sûr, on est dans un milieu qui n'est pas un milieu de salariat, qui est un milieu d'auto-entrepreneurs, mais on a voulu les choses les plus claires possibles, les plus favorables pour nos riders, notamment jusqu'à aller nous négocier avec une grande compagnie d'assurance des contrats évidemment pour nous, mais qu'on est capable de répercuter pour eux pour être sûr qu'ils soient assurés et couverts pour ce qui se déplace évidemment, mais bien sûr avant tout pour leur personne. C'est quoi le message que vous faites passer aujourd'hui? Vous disiez Axel Lemaire, j'imagine Emmanuel Macron. Quel est le message que vous voulez leur faire passer? Il y en a plusieurs. Déjà, qu'il y a beaucoup de bonnes choses se passent. On sent que c'est une passion chez vous. Oui, c'est une passion. J'ai commencé, je vis avec ça. Et on connaît les verrous justement qui peuvent freiner ces ambitions. Les verrous ont changé. Les verrous ont changé. Je dis souvent, en forçant le trait, que la France est le paradis fiscal de la création d'entreprises, parce que je ne connais pas un pays au monde où il est aussi facile de créer une entreprise. On disait tout à l'heure avec humour que Pôle emploi était devenu le premier VC de France, et c'est une excellente application des fonds publics parce que ça permet à des jeunes ou à des moins jeunes, ça permet à des gens
qui ne sont pas sûrs de retrouver un emploi, de créer le leur. Et ça, c'est une excellente chose. Ça, je trouve qu'on est allé très très loin dans ce domaine. On est en train d'avancer aussi dans le domaine des financements. Je dirais peut-être que ce qui manque aujourd'hui, c'est la reconnaissance de la réussite. C'est que Emmanuel Macron disait que les jeunes Français rêvent d'être milliardaires, même si encore une fois le mot est un peu fort. Je pense qu'il faut accepter qu'on ait envie de réussir et qu'on ait envie de réussir en créant de la valeur, en créant de l'argent. Et justement, moi qui travaille beaucoup avec cette génération qu'on appelle à tort les millennials ou les Y ou les Z, je ne sais pas ce qu'on fera pour la prochaine, ils sont motivés par cette envie de réussir, de construire, de changer quelque chose. Bien sûr, l'argent est un axe, mais ce n'est pas l'axe principal. Quel est votre rôle justement auprès de ces jeunes qui ne veulent pas forcément devenir milliardaires, comme le dit Emmanuel Macron, mais qui ont envie de réussir, ça c'est sûr? La réalité, c'est que quand on crée une entreprise, souvent en chemin, on perd la vision. L'exécution devient quelque chose de pénible, de pesant. Et à ce moment-là, l'entrepreneur se retrouve seul, soit parce qu'il a de mauvais associés, parce que soit il a été mal conseillé. Et l'idée, en fait, c'est de donner à ce jeune ou à cette jeune, parce qu'il y a de plus en plus de femmes et c'est tant mieux. Ça, c'est un vrai sujet. D'ailleurs, je fais un tout petit aparté. Il n'y a pas assez de femmes encore dans la création d'entreprises. Et on est malheureusement un des pays où le taux est le plus faible. Et pour revenir au sujet, c'est les accompagner pour qu'ils puissent reprendre la direction de ce qui les a amenés là. En fait, au départ, ils ont une vision. Ils ont vu la manière de faciliter un usage. Et ce sont les startups qui fonctionnent. C'est pas essayer de créer un nouveau marché, d'inventer quelque chose de nouveau. C'est de faciliter des usages parfois un peu surannés. Exactement. Notamment, par exemple, se déplacer d'un point à un autre dans une ville. Donc, moi, mon travail aujourd'hui, c'est, avec l'expérience, avec les dizaines de startups dans lesquelles j'ai été impliqué, c'est d'essayer, avec eux, d'isoler les points qui vont devenir problématiques et de les laisser se réapproprier leur vision et l'exécution de cette vision sans être pollués par ce qui pollue toute la croissance d'une entreprise. Et je suppose que ce rôle, vous l'exercez au quotidien avec votre entreprise, mais aussi dans ce genre de réseau d'entreprise qui est Croissance Plus auquel vous appartenez. Qu'est-ce que ça vous a apporté, vous, et qu'est-ce que vous apportez à vos pairs? Croissance Plus, c'est un creuset. C'est le moment où, alors d'abord, il y a un certain nombre d'événements qui sont tout au long de l'année, mais c'est aussi le moment où on se retrouve, où on échange, où soi-même, on a besoin de se ressourcer. Parce qu'à force de donner des conseils, on a aussi besoin d'en recevoir. Parce que moi-même, je dois faire face à mes propres doutes, à la gestion de ma propre croissance, à mes propres investissements. Donc c'est l'occasion d'échanger avec ses pairs, d'avoir aussi, ce que je trouve très intéressant dans l'événement de Croissance Plus, c'est qu'il y a toujours des intervenants qui sont un peu décalés par rapport à ce qu'on fait nous, et qui vont nous amener, par exemple, une vision de l'entreprise dans le sport, une vision de l'entreprise dans... on parle beaucoup aujourd'hui de l'agilité, le bien-être au travail, un certain nombre de choses que ma génération n'a pas forcément été, on n'a pas forcément été sensibilisé sur ces points-là. Donc c'est un creuset d'échanges. Et bientôt, à la Bolle, j'attends cet événement avec impatience. Merci beaucoup Philippe Freyss d'être venu sur ce plateau nous transmettre cette passion de l'entrepreneuriat et un message, il n'y a pas assez de femmes, vous les encouragez bien évidemment à venir entreprendre en France le paradis fiscal de l'entrepreneuriat. C'est ce que vous avez dit aujourd'hui sur le plateau de l'Opinion.fr en partenariat avec Croissance Plus. Merci beaucoup. Merci beaucoup.